Nous allons entamer le premier débat, la santé, une économie à part, et j'appelle à la table Nicolas Bouzou, Laurence Contarassu, Arnaud Robinet qui est avec nous en vidéotransmission depuis sa bonne mairie de Reims, Jean-Jacques Zambrowski, et le débat sera animé par Julien Kouchner. Bonjour à tous. Ah, il y a un peu de l'arsène. Est-ce que ça fonctionne là comme ça? Voilà. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup Guy. La santé est-elle une économie à part? C'est notre premier sujet. Je crois qu'on peut dire, peut-être sans trop plaisanter, qu'elle est à part. Elle est à part de bien des économies en France car elle est promise à un bel avenir. Alors voilà, le vieillissement est à l'œuvre en France et bien sûr dans le monde entier. Il y a certainement encore un savoir-faire français de la santé qui devrait profiter des immense marchés à venir du vieillissement européen. L'âge médian actuellement dans l'Union européenne est de 42 ans et il sera de 20 ans de plus, de 52 ans dans les 20 ans à venir. Et on aura une majorité évidemment de plus de 65 ans, et beaucoup moins de moins de 14 ans. Donc c'est un enjeu de société, un enjeu de politique industrielle majeur pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et je vous rappelle évidemment que en France, la santé, c'est 12% de notre économie. 2,5 millions d'emplois pour beaucoup non délocalisables. Et la santé, si elle n'a pas de prix, elle a un coût. Et je crois que le patient, il en est bien conscient. Voilà. Alors, faut-il faire rentrer les questions éthiques, la fin de vie, les soins palliatifs ou bien plus largement le bien-être dans une équation économique pour, comme diraient les financiers, en sortir un ROI, un Return on Investment? En tout cas, les études des économistes du bonheur, Eliwell 2008 par exemple, montre que la dégradation de la santé, c'est-à-dire un accident de santé, est ce qui dégrade le plus le bonheur ressenti. On est à moins 8 contre moins 5 par exemple pour un licenciement. Donc, je vous rappelle par ailleurs que 300 à 350 000 personnes seront diagnostiquées avec un cancer en France cette année et que c'est cette santé qui est leur espoir de guérison mais aussi de vivre avec. Voilà, on va aussi se poser la question de la place du patient dans cette économie. Plus largement, par rapport à toutes ces questions, quelles sont les propositions qu'il faut mettre en œuvre pour relever ce défi qui est industriel et sociétal? Et face à cette équation à n déterminants, on a la chance d'avoir ce matin des experts, les meilleurs spécialistes de ces questions. Et ils ont accepté d'ouvrir avec moi les débats de CHAM 2016. Alors on a Laurence Contarassus, qui est présidente de Medtronic depuis février 2015. Elle est également membre du conseil d'administration du SNITEM, le syndicat national des technologies médicales. Elle a fait toute sa carrière dans les technologies médicales. Elle a rejoint Medtronic en 2002. Elle est titulaire d'un master de l'ESTA à Belfort et puis également diplômée de Glasgow, Caledonian University et de Wharton. Nicolas Bouzou, qu'on ne présente plus, qui est économiste et essayiste. Il a fondé le cabinet de conseil Asteres en 2006. Qu'il dirige depuis, et puis il a créé le Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels européens, libéraux et progressistes. Il est directeur d'études au sein du MBA Law and Management de Paris 2 Assas. Et puis vous pouvez le lire régulièrement dans la presse. Son dernier ouvrage s'intitule « L'innovation sauvera le monde, philosophie pour une planète prospère, pacifique et durable » chez Plomb. On a Arnaud Robinet qui est avec nous, je crois, en vidéoconférence, qui est député de la Marne depuis décembre 2008 et qui est maire de Reims depuis mars 2014. Il est praticien hospitalier, enseignant-chercheur. Bonjour Arnaud. Il a été maître de conférence à la faculté de médecine de Reims de 2006 à 2014 et il a orienté ses travaux sur la pharmacologie. Au sein de l'UMP, il est secrétaire national, membre du bureau de la commission exécutive. Et pareil, il a publié un essai avec Jacques Bichot, ce dernier essai, « La mort de l'État-providence, vive les assurances sociales ». Et pour finir, Jean-Jacques Zambrowski, qui lui a un double cursus, il est médecin hospitalier. Vous ne m'entendez pas du tout? Ah, okay, on n'a pas encore posé de questions, mais si vous avez une réponse, on la prend. Donc un double parcours, médecin hospitalier, spécialiste en médecine interne,
et puis aussi enseignant-chercheur universitaire dont les travaux portent sur les politiques et l'économie de la santé. Et lui aussi, il a obtenu un diplôme, un PhD à Wharton. Voilà. Alors, on s'intéresse tous particulièrement au système de santé, à leur financement, à l'accès aux soins et à l'innovation en santé, au développement de la télémédecine, de la e-santé. La première question que je voudrais vous poser est assez simple, mais vaste. De quoi parle-t-on quand on parle d'économie de la santé? Jean-Jacques, peut-être une première réponse. Je crois qu'en réalité, cette question les résume toutes. Et c'est en cela qu'elle est extrêmement passionnante, parce que la définition dépend finalement de celui à qui on la pose. Pour un patient, l'économie de la santé, eh bien, c'est les moyens qu'on va mettre en œuvre pour s'occuper de lui et lui apporter, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qualité de vie, durée de vie pour lui et son entourage. Pour un professionnel de santé, c'est sa mission, c'est sa vocation. Aura-t-il les moyens de faire ce que l'on sait faire aujourd'hui pour les patients dont il a la charge? Pour un gestionnaire d'une assurance maladie obligatoire ou d'une assurance maladie complémentaire, l'équation est autre. C'est comment gérer les recettes et les dépenses de cet organisme financeur. Pour le législateur, qui dans notre République assure à tous un accès réputé équitable aux soins, il y a une autre dimension. Et puis pour le sociologue et le philosophe, bref, pour chacun, la réponse à la question est différente. Et dans d'autres pays, on a mieux réglé finalement ce dialogue entre des intérêts, des postures par nature différentes. Et on règle maintenant dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, on voit bien que la question n'est pas réglée et que malgré les tentatives du président Obama, il reste toujours 35 et quelques millions d'Américains sur le côté de la route de la santé. Donc c'est compliqué. Étymologiquement, économie, c'est le juste usage des ressources. Mais quand on parle de cela et qu'on fait, par exemple, la loi de financement de la sécurité sociale, qui va commencer à remuer les méninges de nos parlementaires dans les jours qui viennent, eh bien, on s'aperçoit que ça se limite au financement de l'assurance maladie. Et on soigne chez nous la maladie. On ne prend pas en charge la santé. Et ça n'est pas la même chose. Donc, la réponse à votre question, je n'irai pas plus loin, est à la fois longue et complexe. D'accord. Et alors, du coup, Nicolas Bouzou, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous considérez comme le vrai coût de la santé, ou est-ce qu'il y a une façon de mesurer ce coût de la santé ? Mesurer le coût de la santé, c'est relativement simple. Ce qui est difficile, c'est de mesurer la valeur de la santé, pour une raison simple. Sur un secteur, entre guillemets, classique, la question ne se poserait pas, puisque la valeur, elle est reflétée par le prix. Alors, plus ou moins imparfaitement, mais enfin, on peut considérer quand même que le prix d'une chambre d'hôtel représente à peu près la valeur que les consommateurs attribuent à cette chambre d'hôtel. Ça ne marche pas dans le domaine de la santé, puisque les prix sont fixés. Et donc, tous les prix dans le domaine de la santé n'ont absolument aucun sens du point de vue économique. Quand j'entends dire, par exemple, que la T2A dans le domaine hospitalier, c'est la pénétration du capitalisme ou du marché dans le domaine de la santé, je pense qu'on ne peut pas faire de plus grosse erreur intellectuelle, puisque c'est très exactement l'inverse. C'est la pénétration du système hongrois de planification des années 50. Ce qui peut se défendre, d'ailleurs. Je ne suis pas forcément hostile à ça. Mais la question du prix dans le domaine de la santé, elle est très difficile à aborder. Alors, ça ne signifie pas qu'on doive réfléchir au système de santé sans utiliser les outils classiques de l'analyse économique, qui fonctionnent bien. Seulement, il faut avoir en tête que, au fond, ce secteur de la santé est particulier parce qu'on a deux objectifs. Un objectif d'efficacité, et on doit avoir un objectif de profit. Ça, j'espère qu'on en parlera, parce que Guy Valencien l'a dit en introduction, il faut vraiment se décontracter par rapport à cette question d'argent. Les entreprises de santé, elles doivent gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour investir et pour nous soigner mieux. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent dans le système de santé. Et d'ailleurs, si cet argent va aux actionnaires, je trouve ça encore mieux, parce que du coup, ça va faire venir beaucoup d'investissements. Donc ça, il faut vraiment se décontracter sur cette question. Mais on essaie d'être efficace et en même temps, on essaie d'être équitable. Et évidemment, c'est cette recherche de l'équité qui justifie le fait qu'il y ait une intervention particulière des pouvoirs publics dans ce secteur. Et je terminerai juste en disant que, au fond, le secteur de la santé aujourd'hui, moi, il me passionne. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur beaucoup de choses et qui s'intéresse aux questions de santé. Pourquoi est-ce que je m'intéresse aux questions de santé ? Parce que la grande problématique du monde aujourd'hui, c'est le fait que vous avez une vague d'innovation colossale, une vague de destruction créatrice, comme disent les économistes, qui est colossale, qui, à mon avis, est l'équivalent de ce qu'on a connu au moment de la Renaissance. Mais
En même temps, on a des entreprises, des États qui sont relativement rigides, ce qui est complètement normal, et c'est la conjonction des deux qui crée un certain nombre de désordres. Dans le système de santé, c'est ça à la puissance 10. Il y a beaucoup plus d'innovation et beaucoup plus de rigidité. Et ça, c'est très intéressant du point de vue économique. Si vous avez lu Darwin, ça mène à l'extinction. Si vous avez lu Schumpeter, ça mène à la destruction. Si vous avez lu Marx, ça mène à la révolution. Et comme je n'aime ni la destruction, ni l'extinction, ni la révolution, je trouve que ça justifie qu'un économiste s'intéresse de près à ce système de santé pour essayer de faire en sorte qu'il s'adapte à ces innovations technologiques. D'accord, merci. Alors sur l'innovation, justement, peut-être sans être trop technique, est-ce que le PLFSS vous paraît être en mesure de prendre en compte l'innovation de par sa nature? On peut peut-être demander à Arnaud Robinet s'il est toujours parmi nous, dans le ciel. Je suis toujours parmi vous. Et si on l'entend tout à l'heure? Vous m'entendez? Non, on ne l'entend pas. Ah bah, bon, alors c'est moi. Ah. C'est Là, vous difficile. m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Allô? très Oui. bien. Oui, oui, mais vous ne nous entendez plus? Ah, si, moi je vous entends. Ah bah alors, si vous avez entendu la question, on va entendre votre réponse, si vous en êtes d'accord. Oui, la question de savoir si le PLFSS, en tout cas, pouvait en tout cas prendre en compte la notion d'innovation. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, le PLFSS ne permet pas véritablement de définir d'ailleurs une politique de santé, ce n'est pas son objectif, même parler, en tout cas, de définir une économie de la santé. Un PLFSS, il devrait être, en tout cas, discuté sur une période un peu plus longue. Et je suis plutôt favorable à des PLFSS votés, pourquoi pas, tous les 3 ans, voire tous les 5 ans, pour donner un véritable objectif et donner un véritable chemin avec des objectifs partagés entre l'ensemble des acteurs de santé. Et je pense notamment, bien sûr, aux industries de santé, aux industries pharmaceutiques. Car on le voit depuis plusieurs années, les PLFSS sont, en tout cas, je dirais, définissent à court terme, sur 1 an, ce que doivent être les dépenses de santé et les recettes de santé. L'objectif pour moi, c'est que les industries de santé ne soient plus des variables d'ajustement dans l'économie de la santé et dans le financement de la sécurité sociale. Parce que derrière, nous avons besoin véritablement, je dirais, de perspectives sur le moyen et le long terme. Quand on parle d'innovation, l'innovation, c'est bien sûr c'est beaucoup d'investissements. Quand on parle de développement d'un médicament, c'est 10 à 15 ans, et que les industries de santé ne peuvent pas, je dirais, s'adapter à des PLFSS qui, chaque année, changent, et on prend 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. On n'a pas de stabilité, et ce manque de stabilité, bien sûr, nuit à l'innovation. Oui, Nicolas, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, fondamentalement, l'innovation, elle ne peut pas entrer dans le PLFSS. Elle ne peut pas entrer dans le PLFSS parce que la vraie croissance des dépenses de santé ces prochaines années, celle qui est souhaitable, c'est évidemment pas 1 ou 2%. Parce que l'innovation, ça ne va pas générer des hausses de coûts de 1 ou 2% par an. Donc c'est 4, 5, 6%. Et c'est formidable. Moi, je souhaite que les dépenses de santé, elles augmentent beaucoup plus rapidement. Le secteur de la santé est le seul dans lequel on organise la récession et la déflation. Dans tous les autres secteurs, on cherche de la croissance et de la reflation. D'accord ? Dans le domaine de la santé, on fait l'inverse. On veut qu'il y ait moins de dépenses et on veut que les prix diminuent. Or, ce dont on a besoin, c'est l'inverse. L'innovation, ça coûte très cher. Ça coûte très cher surtout quand elle fonctionne. Parce qu'elle est chère au début, et si elle fonctionne, tous les gens veulent en profiter. Ce sont les débats très intéressants qu'on a eus sur l'hépatite C. Donc, il va falloir intégrer le fait que, et je suis désolé de dire ça, parce que je sais que c'est un peu dur, mais enfin, en même temps, ça présente des aspects aussi formidables. L'assurance maladie ne pourra pas tout prendre en charge ces prochaines années. Et donc, il va falloir qu'on se brime un peu en France et qu'on fasse un effort intellectuel pour bien comprendre ce qui ressort au fond de la solidarité et ce qui ressort de l'assurance privée et même des fonds propres des ménages. Je vous donne 2 exemples concrets. Il me semble que quand quelqu'un a un cancer, ça fait partie de la solidarité et donc il faut des budgets publics, d'ailleurs qui peuvent provenir aussi de l'impôt. J'ai absolument aucun problème avec ça. C'est pas forcément uniquement des cotisations sociales, c'est pas forcément uniquement de l'assurance fut-elle publique. En revanche, quand moi je perds ma voix et que je dois aller chez le médecin, bien évidemment, ça n'est pas du ressort de la solidarité nationale. Donc il faudra faire cet effort, sinon on ne pourra pas payer aux Français le coût de tous les traitements absolument extraordinaires qui sont en train d'arriver sur le marché.
Avant de vous redonner la parole, Jean-Jacques, je voudrais juste interroger Laurence sur cette question. Laurence, l'innovation. Alors bon, vous êtes en charge de Medtronic en France. Alors dans ce qu'on vient d'entendre, l'innovation est mal prise en compte. Comment est-ce que vous faites pour être en croissance et comment vous faites pour être dans cette hexagone qui ne tient pas compte de l'innovation dont vous avez tant besoin? Alors, M. Robineau nous disait qu'on a besoin de stabilité. Nous, en tant qu'industriels, on a surtout besoin de visibilité. Pour revenir au point du départ, on disait qu'est-ce que c'est que l'économie de la santé? Pour nous, industriels, c'est quoi? C'est des besoins, mais ce n'est pas nos besoins à nous, c'est les besoins, évidemment, des patients. Oui, il y a un marché, c'est l'ensemble de ces besoins. On est un grand nombre de concurrents, bien évidemment, mais surtout, ça crée des emplois. Et l'innovation, c'est aussi, évidemment, de la création d'emplois. C'est quand est-ce qu'on peut mettre un produit sur le marché. On réinvestit tous, autant qu'on est dans la salle, à peu près autour de 10%. Pourquoi? Pour ces patients. À ce jour, l'énorme souci qu'on a en termes d'innovation, nous n'avons absolument aucune visibilité. Donc, comme le disait Nicolas, non seulement on voudrait nous faire fonctionner avec encore moins de budget, toujours moins de budget, nous, on n'est pas contre, mais il faut réfléchir aussi à l'organisation, et je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mais surtout, si j'ai un message au nom de l'ensemble des industriels, on a besoin de visibilité. Qui peut vivre sans savoir ce qu'il va gagner à la fin du mois, peu importe le salaire que l'on a? Ce n'est pas possible pour nous. Jean-Jacques. Oui, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on ait le sens des dimensions et des chiffres. Alors, pour aller extrêmement vite, nous avons produit l'année dernière 2100 milliards de richesses, c'est notre produit intérieur brut. On en a consacré 240 à peu près à la santé. Vous l'avez dit, quelque chose comme 12%. C'est moins que les États-Unis qui délirent autour de 18%, mais c'est plus que l'Angleterre qui est à 9 ou 10. Cela dit, on est dans la moyenne des pays de l'Ouest européen, des pays développés. Sur ces 240 milliards, la sécurité sociale, donc obligatoire, en a dépensé 190 et quelques, 195, c'est-à-dire 76%, les 3/4 de la dépense de santé. Alors quand vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'économie de la santé? Il se trouve que c'est un peu comme l'économie de l'éducation ou l'économie de la sécurité. C'est une économie à laquelle tout le monde participe comme bénéficiaire ou comme acteur. C'est une économie qui nécessairement crée des ressources, des emplois, des moyens. Il y a des emplois dans l'éducation, dans la sécurité. Mais c'est une économie qui est prise en charge par la collectivité. Et même dans des pays qui ont un système différent du nôtre, je parlais des États-Unis tout à l'heure, le poids de Medicare, donc l'assurance étatique, est considérable. Donc c'est une économie singulière dans ce sens qu'elle bénéficie à tous, mais elle est régulée de manière centrale. Elle est également, comme vous l'avez dit, elle se nourrit d'innovation parce que même si on se glorifie de tout ce qu'on a déjà su accomplir, les besoins insatisfaits, les unmet needs de la littérature en la matière, continuent d'être considérables. On se sent des nains. Nicolas évoquait le cancer. On est loin d'avoir compris ce qu'est la maladie et d'y opposer des traitements qui soignent. On a des traitements qui améliorent considérablement, des révolutions qui prolongent l'espérance de vie, mais qui ne guérissent pas véritablement. Donc, on a besoin de cela. Et là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, ce que, par exemple, nos parlementaires, à l'instigation des chiffres calculés proposés par le ministère, vont voter dans la loi de financement de la sécurité sociale, ça tient compte d'équilibres complexes sur les comptes publics et la nécessité de rentrer politiquement dans l'équation vis-à-vis de nos voisins européens. D'un autre côté, on sait que la croissance obligatoire de la santé dans tous les pays comme le nôtre est, comme l'a dit Nicolas, autour de 4,5% par an. La croissance de notre économie, imaginons que ce soit 1, allons même jusqu'à suivre ceux qui nous disent, et je ne politiquerai pas ici, 1,5. Mais de toute façon, on est déjà au tiers. Alors nos parlementaires votent 1,75 ou 2, une petite rallonge circonstancielle à 2,1. Et de toute façon, on est loin du compte. Donc de toute façon, on en est à imposer des économies au système par rapport à la tendance obligatoire et naturelle, spontanée, liée à l'évolution démographique, le vieillissement, qui n'est pas dû qu'au progrès en santé, mais quand même, et puis le progrès que nous espérons, que nous attendons de nos voeux. Donc on est déjà dans l'impasse. Et le PLFSS lui-même, que nos parlementaires vont voter, il sera déjà en déficit avant de commencer, puisque chaque année, quel que soit le Parlement en place, le budget des recettes qui est envisagé est inférieur au budget des dépenses autorisées. Donc nos parlementaires font un effort, on peut dire la tutelle annonce-t-elle un effort, mais par nature cet effort est d'emblée insuffisant. C'est donc que le problème est mal posé.
D'accord. Alors peut-être une dernière question avant qu'on passe un peu plus à de la prospective. Donc finalement, à la veille de cette année 2017 qui est tellement importante, la situation elle est désespérée en France ou alors est-ce que ça va effectivement mieux? Dans le domaine de la santé ou globalement? Ah non, dans le domaine de la santé. Là, sinon. Non, mais parce que. Ou alors, je ne sais pas si Guy Valencien veut qu'on change le thème de CHAM 2016. Parce que globalement, ça va mieux. Oui, il a raison, le président de la République, sur ce point. Non, dans le système de la santé, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le système, il est en train de muter complètement. Et ça me permet de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le système français de prise en charge, il va peut-être s'effondrer, mais c'est pas très grave à partir du moment où on a d'autres acteurs qui prennent le relais. Je souhaite qu'il ne s'effondre pas, mais c'est tout à fait possible. Quand Microsoft nous annonce, il y a une semaine, que sa priorité stratégique, maintenant, c'est de lutter contre le cancer et qu'il pense régler le problème d'ici une dizaine d'années, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Microsoft n'est pas dirigé par des gens qui sont idiots. C'est une entreprise qui a un passé qui est imposé, un passé plutôt positif, de grande réussite. Et donc, je pense que mépriser ça constitue une erreur intellectuelle et un risque important. Donc, les business models sont en train d'être redéfinis. De la même façon, je vais vous étonner. Vous m'avez demandé qu'on ne parle pas de prospective tout de suite. Mais justement, je ne parle pas là de prospective. Vous avez vu qu'Elon Musk, la semaine dernière, a développé son plan de colonisation martienne. Ça a été peu commenté en France parce qu'on était plutôt sur est-ce que nos racines sont gauloises. Mais vous connaissez la phrase de Woody Allen, l'avenir c'est pas mal parce que comme c'est là où on va, vaut le coup de regarder ce qui se passe. Mais c'est très lié à la santé, ce qu'Elon Musk a. Parce que si Elon Musk pense pouvoir coloniser Mars, c'est parce qu'il pense pouvoir mettre en place des investissements qui nous permettront de vivre beaucoup plus longtemps. Là aussi, il ne faut pas mépriser ça parce qu'Elon Musk est quelqu'un qui pour l'instant a plutôt bien réussi dans le domaine des affaires. Une fusée qui a explosé la semaine dernière, mais quand on fait de grandes choses, on a de grands échecs. Quand on a de petits échecs, c'est qu'on fait que de petites choses. Donc, ce business model, il est en train de muter totalement. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir de nouveaux acteurs ces prochaines années. On va aussi avoir de nouveaux acteurs dans la prise en charge financière. Donc le PLFSS, comme je le disais, il va sauter. Donc est-ce que 2017, c'est plutôt une bonne année? La ministre nous dit qu'on a réussi à boucher les trous. Oui, c'est bien, mais honnêtement, je ne dis pas ça pour faire du mauvais esprit. Je ne suis pas systématiquement critique envers le gouvernement qui fait parfois de bonnes choses. Simplement, on est vraiment quand même à côté du sujet, quoi. Arnaud Robinet, vous voulez peut-être rajouter un point, puis si je peux avoir le décompte du temps, je serais content, sinon je vais faire ça. Petits échecs, grands échecs. Bien sûr, je veux réagir. Alors quand je parle de stabilité, c'était pour donner plus de visibilité, bien sûr, et je rejoins les propos. Quand je parlais de stabilité, vous m'entendez? Quand je parlais de stabilité tout à l'heure, c'était bien sûr pour donner plus de visibilité, et je rejoins les propos qui ont été tenus. Concernant notre système de santé, je pense qu'aujourd'hui, et je rejoins ce que disait Nicolas, notre système aujourd'hui mérite d'être réinventé. Parce qu'on est basé sur un système qui est basé sur la protection sociale qui date de 70 ans. On a fêté les 70 ans de la protection sociale en octobre dernier. Et aujourd'hui, ce secteur est en pleine mutation. Donc nous devons l'accompagner, que ce soit dans le domaine de la santé numérique, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui va totalement modifier la pratique de la médecine et qui est un apport considérable dans notre système de santé, qui va peut-être permettre, je dirais, d'être plus efficient dans certains cas. La question d'ailleurs, bien sûr, du financement, et ça je regrette aujourd'hui parce que j'ai regardé à peu près toutes les propositions des candidats à la présidentielle dans le domaine de la santé. On parle certes de réseau et autres, mais on ne parle pas du financement de la santé. Quelle est la place de la sécurité sociale? Quelle est la place des complémentaires? Quels sont les nouveaux moyens que nous pouvons mettre en place pour garantir un système de santé performant et accessible à tous les Français? Je crois qu'on ne rentre véritablement pas dans le vif du sujet. Et donc le PLFSS, d'une certaine manière, aujourd'hui, pour moi, il y a un PLFSS, le système du PLFSS est mort. Il mérite d'être revu totalement. Et je le dis, nous devons donner aux industries de santé une visibilité, une stabilité, une visibilité et des perspectives, du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. On définit les objectifs ensemble. Quels sont les moyens que l'on met en place en matière notamment de financement, de l'innovation et de la recherche? Parce que derrière, les industries de santé, ça représente beaucoup dans notre économie. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un secteur qui perd de l'emploi. Et derrière, il y a un manque de confiance entre les pouvoirs publics et les industriels. Mais le système de santé tel qu'on le connaît aujourd'hui, d'un point de vue du financement et de la prise en charge, il est à bout de souffle. Il faut réinventer un autre modèle. Merci. Alors, réinventer un nouveau modèle. Avant de le réinventer complètement, Laurence Contarassus, comment est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour créer de la valeur en santé? Comment, d'abord, vous la définissez et comment vous travaillez avec les établissements de santé, les ARS, enfin, dans
Dans ce cheminement court, comment est-ce que vous mettez en place des propositions longues? C'est une question qui a beaucoup de points. On en discutait tout à l'heure avec M. Zambroski. Je pense que sur la valeur, chacun a sa définition de sa valeur. Alors, nous, en tant qu'industriels, et on a eu d'ailleurs un comité stratégique au SNITEM la semaine dernière, pour revenir sur votre point précédent, je pense qu'on peut être optimiste parce que si on regarde à très court terme, en effet, on se dit les décisions du CEPS du 3 août, c'est juste dramatique. On nous dit vous avez 30 jours pour nous répondre et on va vous baisser tous les prix de 15%. Mais alors, nous, on est optimiste parce qu'on se dit si on travaille différemment et si on arrive tous ensemble à créer un autre écosystème avec plein de personnes, plein de sociétés, des économistes, l'administration, on peut certainement penser les choses différemment et faire les choses différemment. Et c'est ce qu'a ce besoin, ce pays. Et je pense qu'il faut parler clair avec des mots simples pour que les patients comprennent. Les patients, ils ont des besoins. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils ont envie, les patients? Eh bien, c'est qu'on réponde à ce qu'ils attendent. Et tous les patients ne sont pas identiques. Même un patient qui souffre d'une thérapie X n'a pas forcément le même besoin que l'autre patient. Et là, je pense qu'il faut tous qu'on se dise, on est des citoyens de la santé, on est des citoyens français, et on a tous des malades autour de nous. Eh bien, pour certains patients, pour exprimer les choses très clairement, la valeur, qu'est-ce qu'il attend? Pour certains, ça va être promener son chien. Pour l'autre, ça va être aller à la maison. Et pour l'autre, faire du sport. Donc déjà, on voit bien que ce qu'attend le patient, ce n'est pas la même chose. Pour nous, on travaille sur ce besoin, donc sur la valeur, pour vraiment avoir le meilleur ratio entre ce qu'attend le patient et le coût. Parce que comme le disait Nicolas, la valeur, c'est le coût, ce qu'attend le patient sur le coût. Au mieux le diminuer, mais en tout cas, essayer de le gérer. Et puis surtout, à côté de ça, c'est aussi pour ça que nous, on est optimistes, tout ça, ça ne pourra se faire qu'en créant des modèles économiques différents. On parle de business model, mais je pense qu'en français, c'est modèle économique. Et mes deux voisins seront encore mieux placés que moi pour y répondre. Et là, c'est pour ça qu'on a besoin d'un écosystème différent, parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Est-ce que la prise en charge d'un patient bariatrique à ce jour, elle doit continuer comme ça? Est-ce qu'on doit l'opérer, le laisser dans la nature? Bien sûr que non. Il faut commencer par le diagnostic, il faut l'opérer ou ne pas l'opérer d'ailleurs, et puis il y a tout le suivi. Et à ce jour, on découpe, on fait plein de petits morceaux, mais on ne prend pas la totalité en charge. Et ça, il y a plein de modèles à reconstruire. Alors, je pense que là, des fois, on peut être inquiet, dans la France, qui est un pays que moi, personnellement, j'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être décidé à mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière et de dire « arrêtons de penser que le monde, et Nicolas le dit souvent très très bien, il bouge, il va très très vite, et que nous, on va pouvoir continuer à vivre dans un système qui date de plus de 50 ans ?» Non, je crois qu'il faut qu'on arrive avec des mots simples à expliquer à l'ensemble de notre population. Ça, c'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, se mettre tous autour de la table, comme on fait aujourd'hui, et puis ne pas que parler, parce que je travaille pour une société américaine, comme beaucoup d'entre nous, la France, on a la réputation de beaucoup parler. Eh bien, essayons d'agir, et puis de montrer ce qu'on peut faire de différent. Et pour ça, eh bien, je pense qu'on le fait tous à nos échelles, mais il y a plein de façons différentes de le faire. Le but pour moi n'étant pas parler de ma société, je vais essayer de prendre des exemples qui concernent tout le monde. Il y a dans la salle, entre autres, la directrice générale du CHU de Rouen qui a un RHU qui a été accepté. Eh bien, on a travaillé tous ensemble avec plusieurs industriels, avec eux, pour leur permettre justement d'avoir cette possibilité d'avancer et de continuer à travailler sur la valeur. L'IHU de Strasbourg fait exactement la même chose. Il y a aussi dans la salle des gens comme Europe Assistance qui peuvent nous aider à voir comment on peut apporter des choses différentes aux patients, redonner par exemple du temps aux médecins pour que justement ces patients, on puisse s'intéresser à eux différemment, essayer de répondre un peu plus à ce qui importe pour eux, donc la valeur. D'accord. Alors, donc moi, si je comprends bien ce que vous me dites, vous replacez le patient au cœur du système. Tout à fait. Et alors, vous en faites un client. Et alors, est-ce que c'est ça le driver principal? C'est patient-client et comme ça, on s'en sort? Alors, je vous remercie de poser cette question parce que j'allais le dire. Je déteste bien évidemment le terme de patient.
Il s'agit bien évidemment d'un client. Je n'aime pas qu'on nomme mal les choses en règle générale, et je ne vois absolument pas ce qu'il y a de péjoratif dans le fait d'être un client. Donc on ne parle pas de ça. Et je vais pousser la provocation un peu plus loin, mais ce n'est pas de la provocation, le problème c'est que j'y crois. Et je pense même que j'ai raison. Au fond, ce dont on a besoin dans le système de santé aujourd'hui, c'est de davantage de libéralisme. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on fait en pratique ? Moi, je pense qu'il y a une notion qu'on devrait travailler un petit peu plus, c'est celle d'autonomie. Et je ne dis pas ça par bien-pensance, mais moi, tous les gens que je rencontre dans le système de la santé, je les admire et je les trouve extraordinaires. Et je parle aussi bien des offreurs de soins, des médecins, des personnels hospitaliers, que des ARS. Moi, les gens qui travaillent dans les ARS, franchement, travailler dans ces conditions, savoir dans quelle mesure on doit modifier un système et ne pas avoir l'autorisation et la capacité de le faire, je trouve que c'est absolument admirable du point de vue, du point de vue humain. Et donc, tous ces gens-là, en réalité, savent ce qu'il faut faire. Et donc, il faut leur donner beaucoup plus de latitude. Moi, par exemple, je suis favorable. On a déconcentré le système de santé avec les ARS. Moi, je suis favorable à ce qu'on le décentralise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment redonner de l'autonomie aux territoires, leur permettre de faire de l'expérimentation. Et l'expérimentation, elle peut se faire qu'au niveau local. Parce que quand vous la faites au niveau national, vous tombez dans un travers dans lequel le système de santé français est tombé, mais pas que le système de français, d'ailleurs, l'ensemble de la sphère publique en France, qui est celui de l'évaluation centralisée. Il n'y a rien de pire. En France, pendant très longtemps, on n'a rien évalué. Maintenant, on évalue absolument tout. Mais quand vous évaluez absolument tout dans un système centralisé, quand vous mettez en place des indicateurs de qualité, vous les multipliez. Vous les multipliez parce que vous vous rendez compte qu'ils sont toujours imparfaits, donc vous êtes obligé d'en avoir davantage. Et puis, vous allouez toutes vos ressources au fait de monter des indicateurs et de mesurer l'écart entre la réalité et l'indicateur cible. Donc, ça ne va pas, si vous voulez. Donc, il faut un système qui soit beaucoup plus déconcentré, avec des compétences pour les offreurs de soins qui soient beaucoup plus larges. Ça veut dire qu'il faut sortir des corporatismes. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret, puisqu'on reparle beaucoup de la vaccination et la campagne pour la vaccination contre la grippe va commencer. Au regard de toutes les mutations qu'on a décrites, être obligé d'aller chez un médecin pour se faire vacciner est quelque chose, un exemple de ce qui va tuer notre système de santé. Voilà. Ce ne sont bien évidemment pas les médecins qui doivent vacciner. On doit pouvoir se faire vacciner par un pharmacien. C'est stupide pour tout le monde d'aller se faire vacciner chez un médecin. C'est stupide pour moi, puisque je perds mon temps et que j'attrape des maladies dans la salle d'attente. C'est stupide pour le médecin, que ça n'intéresse absolument pas. C'est stupide pour l'assurance maladie et pour le contribuable qui est obligé de payer 2 fois mon vaccin et le médecin. Voilà. Et en plus, comme je vais être malade, il va repayer une autre fois. Donc tout ceci est complètement absurde. Donc il faut absolument étendre les compétences des uns et des autres. On est capable de le faire. Il y a un secteur de la santé dans lequel on l'a fait. Un secteur qui est très intéressant, c'est celui de la santé visuelle, où on a donné beaucoup, et là aussi je vais faire hurler, mais on a donné beaucoup plus de compétences aux opticiens, qui n'étaient pas des professionnels de santé, qui peu à peu sont en train de devenir des professionnels de santé. Au début, les ophtalmologistes ne voulaient pas, et maintenant, ils trouvent ça tous absolument formidable, et ils veulent qu'on aille beaucoup plus loin. Et on va aller, au fond, vers un système à l'allemande, où l'ophtalmologiste en Allemagne, il fait quasiment plus qu'une chose, de la chirurgie oculaire, et du coup, c'est très intéressant et il est très riche. Donc tout le monde est content. Donc il faut absolument, si vous voulez, qu'on arrive à beaucoup plus de fongibilité, au fond, entre les professions des uns et des autres. Il faut qu'on arrive à casser ces silos, parce que quand vous êtes dans une période de mutation, vos silos, ils pourrissent sur eux-mêmes. Il faut utiliser les compétences qui sont à l'intérieur du système de santé de façon beaucoup plus flexible. Bon, je pense que vous avez pris un premier exemple de vaccination qui va faire tweeter un peu quelques-uns de nos médecins tweetos. Je pense qu'ils vont être très contents. Mais au-delà de ça, donc si j'espère qu'ils seront très contents parce que c'est la seule façon pour eux d'être sauvés. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, on va. Je pense que vous allez avoir d'autres tweets en plus. C'est très bien. Donc là, sur cette base-là, alors donc si j'ai bien compris, vous êtes pour un choc libéral majeur. Est-ce qu'on est tous autour de la table dans cette approche, moins de régulation, plus de libéralisme ? Il faut sûrement plus de liberté. Je ne sais pas si ça s'appelle libéralisme parce qu'on donne là une connotation particulière, mais plus de liberté. Il faut aussi, et c'est ce à quoi nous invitait Nicolas avec sa manière à lui, mais qu'on apprécie en tant que tel, éviter de rester dans les cloisonnements historiques. Je veux dire que le raidissement de certains à la délégation de tâches, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, il faut y consentir à condition de trouver une contrepartie, c'est-à-dire de ne pas avoir l'impression qu'on va d'un seul coup perdre une partie de sa ressource, toute sa crédibilité, etc. Évidemment qu'aujourd'hui, la chirurgie, par exemple ophtalmologique, a fait de considérables progrès.
et qu'un ophtalmo, qui plus est formé à l'hôpital à faire de la chirurgie plutôt qu'à prescrire des lunettes, il a envie quelque part de le faire, mais les techniques qu'on lui propose, les outillages, les matériels, le vieillissement des patients qui offrent plus de gens à opérer de la cataracte, enfin, tout ça fait que... il trouve une reconversion heureuse et positive, valorisante économiquement, mais valorisante aussi intellectuellement, socialement, etc. Alors finalement, ils peuvent consentir à déléguer la prescription de lunettes à des orthoptistes, à des opticiens, comme ça se fait dans tout le reste du monde. La vaccination pour les pharmaciens, tant que les médecins trouvent un revenu de 20 et quelques euros, 25 maintenant, à vacciner, ils veulent le garder, keep my baby. Évidemment, si leur métier évolue positivement et qui deviennent les acteurs de santé que leur formation les destine à être, plutôt qu'effectivement des fonctionnaires par délégation qui font de la paperasse, eh bien évidemment, ils accepteront de voir les pharmaciens. Ce n'est pas techniquement que le problème se pose. Bon. Je voudrais revenir sur un ou deux points, rapidement. D'abord, rappeler d'où vient le PLFSS, parce qu'on en a fait la religion d'État en matière de santé. Il vient du fait qu'en 1996, le Premier ministre de l'époque, il s'appelait Alain Juppé, avait dit le déficit de la sécurité sociale est abyssal et il faut que nos concitoyens décident de combien on peut leur prélever pour leur santé et comment on va utiliser ce qu'on redistribue. Il en est ressorti dès 1997 une loi de financement de la sécurité sociale. Ce n'est pas un budget, puisque la Sécu, ce n'est pas l'État, mais c'est la représentation nationale qui s'exprime en notre nom sur combien on accepte de se voir prélever et comment on imagine que ce soit utilisé. N'empêche que c'est devenu tellement important que ça tient lieu de loi santé, à part une loi de modernisation dont on mesure quand même l'intérêt. Il en existe une faite par Mme Bachelot, il en existe une plus récemment faite par Mme Touraine. Globalement, on n'a pas une politique à long terme de santé. Globalement. On a des mesures de cosmétologie lourde, de replâtrage intéressant, mais on n'a pas une mesure une intention politique de santé chez nous. Et on voit, comme ça a été dit tout à l'heure, que nos responsables politiques, dans les échéances qui s'annoncent, évitent soigneusement de traiter du sujet. Parce qu'il est difficile, parce qu'il touche à la vie et à la mort, parce qu'il a des enjeux effectivement extrêmement importants pour chacun, alors on évite soigneusement d'en parler. Sauf que nous n'avons pas de politique de santé. Alors, on a des politiques qui s'occupent de la santé, mais ce n'est pas pareil. On a une gestion rétrospective, pas une gestion prospective. Et ça, c'est évidemment un problème. Et quand on regarde là-dedans ce qu'est la valeur, c'est quelque chose qui a évolué, parce que les enjeux de santé ont évolué. Qu'on parle de la malvoyance ou du cancer, qu'on parle de l'insuffisance cardiaque ou du diabète, ce qui est fondateur de la valeur aujourd'hui, telle qu'elle est perceptible par tous les acteurs, les patients, les praticiens, les industriels, la valeur a changé en 20 ans. L'attente a changé, l'offre a changé. La politique, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas d'adaptation finalement. Il y a toutes sortes de mesures. Je ne dis pas que l'ensemble de nos politiques et de nos administrations ne travaillent pas. Ils travaillent considérablement. Mais il n'y a pas un axe directeur fort, définitif, sur lequel tout le monde puisse s'entendre. On va essayer d'écouter un de nos politiques sur ce sujet-là, justement. Donc, Arnaud Robinet, est-ce qu'il faut changer les outils de mesure, selon vous? Est-ce qu'il faut les changer rapidement? Et est-ce qu'il faut, alors ça, je dirais, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de poser la question, est-ce qu'il faut plus de liberté? Alors, changer les outils de mesure, oui, mais si nous changeons le système, parce que changer les outils, ça ne sert à rien si le système n'évolue pas. Moi, je bois du petit lait quand j'entends ce qui est dit autour de cette table. Plus de liberté, mais bien sûr plus de liberté, plus de responsabilité, de responsabilisation, mais aussi bien au niveau des patients, car j'ai bien entendu qu'il faut remettre le patient au cœur du système, mais également plus de responsabilisation de la part des professionnels de santé. Parce que quand on parle de délégation de tâches, j'y suis totalement favorable. La vaccination aujourd'hui, elle peut et doit se faire dans les officines par les pharmaciens qui sont de véritables professionnels de santé. Parce que nos médecins généralistes, qui font un travail remarquable, mais ne peuvent pas nous demander d'avoir plus de temps médical, moins d'administratif et autres, et continuer à vouloir vacciner, parce que derrière, c'est pas que c'est pas noble de vacciner, mais en tout cas, un médecin a d'autres missions et a d'autres tâches beaucoup plus importantes, notamment à entreprendre. Et puis, au-delà, il faut une liberté dans l'organisation du système de santé. Plus d'autonomie, oui,
plus d'autonomie pour les hôpitaux. Il faut que nos hôpitaux retrouvent leur véritable mission, l'excellence, la recherche, l'innovation. On ne peut pas tout demander à l'hôpital et que les hôpitaux, en fonction des territoires, puissent notamment décider des objectifs qui sont les leurs, notamment également du recrutement, du management. Je pense que c'est essentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs que, à l'inverse de certains de mes collègues de l'opposition, moi je suis plutôt favorable, en tout cas par rapport à ce qui se passe sur mon territoire à Reims, aux GHT. Mais par contre, les GHT, on a voulu mettre ça en place et imposer ça à l'ensemble du territoire, sauf que tous les territoires ne fonctionnent pas de la même façon. L'offre de soins n'est pas équivalente sur l'ensemble du territoire, entre l'offre publique, entre l'offre privée. En tout cas, ici, ça se passe bien et ça permet justement d'avoir un peu plus d'autonomie dans la gestion de plusieurs établissements publics. Et puis dans la médecine de ville, parce que derrière, il y a l'hôpital public, on va vers plus d'ambulatoires, mais il faut que la médecine de ville soit modernisée, qu'elle s'adapte et qu'il va falloir qu'elle puisse accueillir l'ensemble des patients qui vont sortir des établissements. Et certains n'ont que ce mot à la bouche, maison de santé. On a vu les maisons de santé, ce que ça donne aujourd'hui, ça fonctionne parfois, ça a coûté excessivement cher aux collectivités locales qui ont investi dans des bâtiments, dans des infrastructures parfois sans médecins ou sans personnel de santé. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on laisse les professionnels de santé à former leur propre réseau eux-mêmes, des réseaux interprofessionnels entre les médecins généralistes, des spécialistes, les pharmaciens, les professions paramédicales. Et je pense qu'avec plus de liberté, on rendra plus de souplesse au système de santé. Et qui dit plus de souplesse, c'est un meilleur accès aux soins pour nos concitoyens. Mais attention, dans ce pays, le libéralisme, ou parfois la liberté, c'est un gros mot. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du libéralisme ou du mot liberté, parce qu'avec un système trop étatique, un système trop cloisonné, on voit aujourd'hui notamment parfois quelques effets néfastes de notre système. Un système où on parle plus, je dirais, d'égalité, on doit parler à mon avis plus d'équité pour nos concitoyens. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Et que la santé a un coût, la santé n'est pas gratuite. Derrière, il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin de la chaîne. Ok, merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas le décompte de temps, mais je sens qu'il file. Je voudrais vous poser encore 3 questions au moins. On va essayer de faire ça au mieux avec des réponses rapides. La première, elle s'adresse à vous, Laurence. Je voudrais savoir si vous pensez, parce que mon introduction montrait que, enfin en tout cas essayait de montrer que c'était un secteur dans lequel il y avait beaucoup d'avenir pour la France et l'Europe. Est-ce que vous pensez que dans cette compétition mondiale, il y a une politique industrielle à mener en France ou plus largement en Europe pour relever ces défis et être présent partout dans le monde ? Oui, et bien évidemment. Je pense qu'en tant qu'industriel, par rapport à ce qu'on vient de dire, en ce qui nous concerne, nous, on propose aux patients et à cette industrie de santé des dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, c'est extrêmement structurant justement pour l'organisation. Et si on travaille sur ces innovations dans les dispositifs médicaux, évidemment, on va créer de l'emploi. Et puis surtout, on parlait de cet écosystème où on doit tous travailler ensemble. On a une chance incroyable dans ce pays. On a des médecins qui ont une richesse, une capacité à travailler avec nous, où on a les plus belles innovations. Alors, si on arrive, et je vais essayer d'aller très très vite, à travailler avec ces médecins, à mettre ces innovations en place, à en faire des pilotes, à les diffuser, parce qu'alors on est les champions du monde pour avoir des innovations, mais alors on est les plus nuls, on est des cancres pour les diffuser dans notre pays. Et souvent d'ailleurs, la plupart de nos industriels, ils vendent plus leurs innovations à l'étranger qu'en France. Alors, trouvons un système où nos patients bénéficient de ces innovations, on les diffuse, et là, en effet, on pourra faire grandir la France, grandir l'Europe, et avoir la place qu'on mérite dans ce monde de la santé au niveau mondial. Nicolas ? Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait besoin d'une politique industrielle. Politique industrielle, c'est donner de l'argent aux entreprises. Moi, je ne sais jamais à quelles entreprises donner de l'argent, je ne sais jamais dans quel secteur donner de l'argent. J'ai la faiblesse de croire que si je ne sais pas à qui donner de l'argent, c'est peut-être aussi le cas d'autres personnes qui sont aux responsabilités. Non, on a besoin d'une politique centrée sur le patient, avec, à mon avis, un contrat social, d'ailleurs, qui peut être le même dans l'esprit que celui de 1945, qui serait de dire il faut que tout le monde en France ait accès à des soins d'excellente qualité, où qu'ils soient sur le territoire. Moi, je pense qu'on peut s'en tenir là et qu'on peut redérouler toute la chaîne de valeur du système de la santé suivant ce simple objectif, entre guillemets. Et ça veut dire
très rapidement qu'on a besoin de davantage d'argent pour la prise en charge, et donc il va falloir faire alors je vais encore pas me faire des amis, mais il faut faire monter en puissance le rôle des complémentaires santé, parce que c'est elles qui ont de l'argent, et si, comme elles ont de l'argent et comme elles vont monter dans le financement, elles vont devoir réguler elles-mêmes un petit peu plus. C'est la question des réseaux de soins, donc je pense qu'il faut travailler dans cette direction, et ensuite il faut faire monter en valeur ajoutée tous les échelons du système de santé, tous les échelons. Les pharmaciens doivent faire plus, les médecins doivent faire plus en qualité, pas en quantité. Les médecins doivent faire moins en quantité et plus en qualité, parce qu'ils doivent avoir des compétences qui sont beaucoup plus larges, un petit peu comme ce qu'il se fait en Allemagne. Et là où je suis entièrement d'accord avec Laurence, et je ne le dis pas par bien-pensance, c'est qu'on part en France d'une infrastructure qui est d'une qualité honnêtement exceptionnelle. Regardez les centres de lutte contre le cancer. C'est unique au monde. Désolé de prendre cet exemple un peu parigocentré, mais Gustave Roussy, dans le monde entier, on regarde cette structure en se disant mais c'est extraordinaire, cet hôpital qui a un statut en plus bizarre, privé, mais quand même très régulé par le public, avec les meilleures technologies dans lequel tous les Français qui souffrent d'un cancer peuvent aller. Et donc il ne faut pas perdre ça, Et l'objectif de la réforme, justement, c'est ce qu'expliquent très bien les conservateurs britanniques, l'objectif du changement, c'est de conserver ce qui est bon. Merci. Alors, bon, j'ai toujours pas le décompte du temps, donc on va continuer, puisqu'on a tout le temps qu'on veut, manifestement. J'ai une question qui Oui, c'est ça, et on a de plus en plus de temps libre, donc ça c'est bien, c'est la réforme du digital. Et justement, c'est la question que je voulais vous poser. On a parlé beaucoup d'économie de la santé, mais on n'a pas parlé de l'impact du digital sur la santé. J'aimerais avoir votre point de vue à chacun d'entre vous sur cette question qui me paraît fondamentale. Est-ce qu'on va vers une ubérisation ou est-ce qu'on va vers une innovation majeure et des changements fondamentaux qui vont placer la France au cœur du dispositif ? Je crois qu'il faudrait prendre garde à l'ubérisation dans ce cas-là d'extrême. Maintenant, il s'avère que Uber, en matière de transport public, ça a été l'occasion d'une transformation même des transports traditionnels. Uber a obligé les taxis, les autobus, etc. à se réformer. Il n'y a qu'à voir le trajet entre Paris, puisqu'on faisait du parisianocentrisme, Paris et les aéroports, pour se rendre compte que l'arrivée d'Uber a complètement changé la donne et qu'on va même créer un métro. C'est-à-dire que finalement, un acteur nouveau qui vient rebattre complètement le jeu, ça peut faire du bien. Maintenant, il faudrait éviter les excès d'Uber et je ne veux pas ici m'étaler sur le sujet. Est-ce que finalement... le digital va changer, c'était ça la question. Oui, le digital va tout changer. D'abord, le digital va tout changer par la donnée. Et il y a effectivement aujourd'hui la problématique ou l'offre formidable du big data dans la santé. Une fois qu'on a réglé les problèmes déontologiques, les problèmes de confidentialité de la donnée individuelle, etc., il y a matière à combler le formidable retard que nous avons en matière d'épidémiologie pour mieux adapter l'offre à la réalité du besoin et de la demande. Ce n'est pas tout à fait la même chose, le besoin et la demande, mais ça se mesure, ça se suit, on le fait du mieux que l'on peut. Il y a des outils aujourd'hui pour améliorer la performance et le suivi. C'est aussi un moyen d'éviter la redondance invraisemblable des actes chez nous entre ce qui se fait en ville, avec des moyens aujourd'hui parfaitement homologués d'imagerie, de biologie, et puis ce qu'on refait immédiatement à l'hôpital. La transmission entre la ville et l'hôpital dans le sens de la ville vers l'hôpital ou la sortie du patient hospitalisé vers la ville. Aujourd'hui, il y a un délai à la transmission, donc un trou qui nuit à l'efficacité, à la qualité, à la sécurité des soins, qui sont pourtant les objectifs de l'article 162 du Code de la sécurité sociale, et que le digital permet de transformer. Oui, donc on a des outils incroyables de performance aujourd'hui grâce au digital. Toute la télémédecine, toute la télésanté qui a fait l'objet d'ateliers hier avec... des spécialistes de différents horizons, médicaux, technologiques, réseaux, etc. C'est une mine, là encore, à la fois de meilleure santé, plus de proximité, plus d'équité et d'égalité, comme le disait Arnaud Robinet, mais aussi plus d'économie, puisqu'évidemment on évite des transports, des immobilisations pour le patient lui-même, pour les professionnels de santé et pour les tiers, les aidants naturels, dont on sait que dans certaines maladies, l'impact économique de la pathologie est considérable. Tout à l'heure, on parlait du cancer. L'étude pan-européenne faite sur l'OCDE, qui est sortie il y a 2 ou 3 ans, elle montre que le montant des soins, c'était en gros 7 milliards. Le montant de la perte liée à la perte de productivité, les sujets qui ne peuvent pas travailler ou qui décèdent prématurément, c'était à peu près les mêmes 7 milliards. Et le coût pour les aidants naturels, la famille, l'entourage, 2,5 milliards. C'est loin d'être négligeable. Donc la digitalisation, c'est le moyen, là aussi, de mieux suivre tout cela, de mieux connaître tout ça, de réduire les dépenses. Il y a largement assez
avec ce qui est prélevé dans la poche des entreprises ou des citoyens pour financer le besoin en santé. Ce n'est pas forcément utilisé de la meilleure manière. La quantité de ressources en volume total, avec 240 milliards, on peut soigner 66 millions de Gaulois. Oui, moi je voudrais préciser ma question parce que ça sera la dernière, je crois, il va nous rester 6 minutes. Je crois que l'impact du digital est majeur dans la santé, comme vous avez pu nous le signaler. Ma question plus précise, c'est est-ce qu'on est bien placé pour appréhender cet impact du digital et en faire une force en France, au-delà de toutes les études qui ont montré que ça allait révolutionner le système? Bien sûr. Non, on n'est pas bien placé dans la mesure où, comme je le disais il y a quelques instants, nos organisations sont rigides et conservatrices, ce que l'on peut comprendre, mais il ne faut pas se mentir et se dire qu'on est bien placé. Je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. Nicolas, comme ça sera ma dernière question, je vais compléter en disant, est-ce que vous pensez qu'il y a un projet ou une réforme qui serait faite ailleurs et qu'il faudrait prendre et appliquer en France? Non, parce que dans le système de santé, vous savez, tous les pays se cherchent en ce moment partout. Ce sont des systèmes qui sont extrêmement rigides, avec beaucoup de lois et de réglementations. Mais je voudrais prendre un exemple extrêmement concret, vous allez voir en 30 secondes. Parce que vous avez employé un terme qui m'intéresse beaucoup, sur lequel on n'a pas rebondi, c'est celui d'ubérisation. Bien sûr, il y a des segments de la chaîne de valeur qui vont se faire ubériser. Et j'en suis ravi, parce que ce sera un progrès. La médecine générale, alors je sais qu'on doit parler de médecin traitant maintenant, mais comme je vous ai dit que j'employais les bons termes, quel que soit le vocabulaire administratif, je continue de parler de la médecine générale, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. La médecine générale va se faire ubériser, ça a déjà commencé, par des plateformes, alors qui ne nous enverront pas vers des travailleurs indépendants, bien évidemment, parce que c'est interdit, mais qui nous permettront de noter les médecins, etc. Le business model de ces sociétés, ce sont des sociétés de réseau. Ce sont des business models et de la microéconomie très particulière. Ça veut dire que leur valeur augmente avec le nombre de gens qui sont dans le réseau. Donc elles progressent très très vite. Et on a très rapidement des oligopoles. Et donc oui, on va l'avoir. C'est pas du tout un problème pour les médecins et c'est absolument formidable pour les patients. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une évolution de ce type, on commence tous à se dire mais c'est horrible, c'est nouveau, ça va nous détruire, on va plus soigner les gens, etc. Mais pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais ça, je dirais, non seulement il faut l'accepter, mais il faut en être content, quoi. Il faut aimer ces évolutions, si bien évidemment ce qui nous intéresse, comme je le disais tout à l'heure, c'est le client final, c'est-à-dire le patient. Arnaud Robinet, la place de la France dans le numérique et la santé? De toute façon, si on veut moderniser notre système de santé, on doit prendre en main, je veux dire, cette numérisation, digitalisation du système de santé ou ubérisation. Moi aussi, le terme ubérisation ne me fait pas peur du tout. C'est également une mutation et il faut être plutôt acteur qu'observateur. Derrière ça, il est clair que nous avons des atouts dans ce domaine. Nous avons des startups, des entreprises, industries qui investissent et je dirais que c'est bon pour notre industrie, notamment du Made in France. Mais derrière cela, il faut avoir l'écosystème qui permette de développer cette numérisation, cette digitalisation de la santé. Certains ont peur en disant mais le patient va prendre en main sa santé. Le patient aura toujours besoin du contact humain, aura besoin toujours de son pharmacien, aura toujours besoin de son médecin. Par contre, la numérisation ou l'ubérisation peut avoir un rôle extrêmement important dans le cadre de la prévention primaire ou secondaire. Et puis, quand on parle également d'ubérisation, ou du moins, je prends l'exemple, la télémédecine, il faut également que les médecins, en tout cas la consultation, soient pris en compte. Parce que si on prend aujourd'hui la télémédecine qui a du mal à se développer, et la ministre dit on va expérimenter, mais ça fait 10 ans qu'on a expérimenté la télémédecine en France, notamment en cardiologie. Je pense qu'aujourd'hui on doit passer une étape et qu'il faut prendre en compte le temps que passe le médecin, ou que pourrait passer le médecin, en termes d'analyse des données qui sont transmises par tel ou tel objet connecté. Donc voilà, c'est tout un écosystème à mettre en place, aussi bien dans le financement propre de la consultation, de la prise en charge par le médecin, mais également l'écosystème industriel et économique pour accompagner ce développement de l'e-santé. Nous avons véritablement des pépites en France dans ce domaine-là et qui aujourd'hui s'expriment notamment à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs, mais je crois qu'on ne pourra pas faire l'impasse de la numérisation ou de la santé connectée aujourd'hui pour moderniser notre système de santé. On le voit dans d'autres domaines, on parle des taxis, on parle également dans d'autres domaines, dans le domaine hôtelier avec les Airbnb et autres, etc. Ça doit amener chacun à faire mieux, chacun à aller beaucoup plus loin, aller plus haut et parfois se remettre en question. Mais en tout cas, pour moi, cette santé connectée ou cette digitalisation est une véritable... c'est une chance qu'il faut prendre à bras-le-corps et en tout cas l'accompagner. Merci. Laurence, la France a-t-elle sa place? Les conditions sont-elles réunies pour l'innovation digitale? Je suis plus qu'en phase avec M. Robinet. Je pense que si on revient
sur Terre de façon très simple. Il a parlé de la télémédecine, on a parlé de la cardiologie, on a la même chose en diabétologie, on a la même chose en neurologie. Si j'avais un vœu, soyons courageux pour une fois, arrêtons de nous cacher devant des choses qui ne sont pas vraies. On sait comment mettre la télémédecine en France. On nous oppose des raisons légales, des raisons... En fait, ce sont des raisons financières. Eh bien, soyons courageux et disons-nous que c'est une opportunité, qu'avec justement la télémédecine, on va pouvoir repenser les organisations. Et si on repense les organisations, on pourra réinjecter de l'argent ailleurs. Peut-être pas à Isoku, et c'est pas moi qui peux répondre si c'est un 7, 2, 1 ou 4. Mais en tout cas, ça c'est possible, et ça c'est possible rapidement en France. Et là, c'est juste une question de courage. Et l'écosystème, là, il est vraiment très important, parce qu'on a tous son rôle à jouer. Mais en quelques semaines, ça, on pourrait avoir la télémédecine en France. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Guy, je crois qu'on est dans les temps. On va conclure. Donc merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci. Merci.